comme il disait, moi je viens du laboratoire chimie physique quantique. Voilà, donc je suis toulousain, donc si tout chercheur ou ingénieur de recherche toulousain travaille sur le mésocentre CalMIP. Et quand on travaille sur le mésocentre CalMIP, on est en contact forcément avec Nicolas Renon qui est là. Et donc j'étais au café avec lui. Il me disait, tiens, tu ne vas pas présenter un truc pour les JCAD? Et puis donc au café, on s'est dit, on pourrait essayer un truc, c'est de faire un calcul distribué sur plusieurs mésocentres. Donc il m'a dit, bon, bah, je vais contacter les copains du Crian et puis on va voir si on peut faire ça avec eux. Donc c'est Patrick Bouscamelou et Marie-Sophie Cabot qui sont là. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, je vais tuer tout le suspense. Je vais vous dire juste le message important, c'est que grosso modo, on a fait un calcul de chimie quantique distribué sur deux mésocentres, un dans le nord de la France, un dans le sud. Et donc je vais commencer par vous présenter la méthode de calcul, mais très, très brièvement, juste pour que vous compreniez les enjeux informatiques. Après, je vais vous présenter le modèle de parallélisme et puis quelques petits résultats. Voilà. Donc bon, je vous disais, je suis en chimie quantique, donc on veut résoudre l'équation de Schrödinger, Hψ égale psi. Et donc psi, c'est la fonction d'onde électronique, et on va l'écrire sur une base de fonctions. Et cette base de fonctions, en fait, elle peut devenir rapidement gigantesque. Donc j'ai mis ici 10 puissance 30 pour une petite molécule. Donc en fait, on a une complexité exponentielle, donc ça devient vraiment tout de suite très très cher. Alors, donc le but, c'est de trouver la plus basse valeur propre et le plus bas vecteur propre de la matrice H. Donc, évidemment, c'est des calculs qu'on ne peut pas faire. Donc, on cherche toujours à essayer d'approcher du mieux qu'on peut ces calculs. Et pour faire des calculs approchés, on va essayer de trouver la plus basse valeur propre et le plus bas vecteur propre d'une matrice approchée, que j'ai noté H tilde ici. Voilà. Et on va essayer de réduire ça à plus petit qu'1 milliard. Donc, c'est déjà gros, mais ce n'est pas du 10 puissance 30. Alors, donc je vous passe les détails, mais on a une méthode originale pour faire ça au laboratoire. Et en fait, ça consiste à essayer de trouver, sur la mouche, comme on dit, on the fly, de trouver les fonctions importantes, les fonctions de base importantes des i, qui sont là. On va essayer parmi cet espace gigantesque de 10 puissance 30, on va essayer de trouver le milliard de fonctions sur lesquelles on va avoir des contributions psi-i importantes. Donc voilà l'algorithme, en fait, on part juste avec une fonction au départ, donc ça va être le D0, et parmi les 10 puissance 30, on va en générer, mettons, 100 000, 200 000, et parmi ces 200 000, on va essayer d'estimer les contributions des psi sur chacun de ceux-là, et on va les trier, on va prendre les plus importants, on va les faire rentrer dans l'espace vectoriel, et après on va diagonaliser. On va trouver plutôt la plus basse paire de vecteurs propres, valeurs propres, de cet Hamiltonien où on aura rajouté les quelques déterminants, enfin les quelques DI les plus importants. Et ensuite, on va répéter. Donc on va comme ça, petit à petit, faire augmenter l'espace et toujours aller chercher des fonctions qui vont ramener le plus d'informations. Donc vous voyez, il y a une étape de sélection, donc c'est vraiment l'identification des fonctions importantes. Et après, on utilise l'algorithme de Davidson pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc c'est ça vraiment les deux bottlenecks du programme, et c'est ces choses-là qui sont parallélisées. Voilà. Donc rappelez-vous, il y a juste sélection et Davidson. Voilà, c'est ça. Alors le parallélisme, on a un truc un peu bizarre. Donc on n'a pas un programme MPI standard, pourtant on fait du HPC. Mais bon, on utilise le paradigme MPMD, donc on a plusieurs exécutables qui interagissent et qui sont différents. Donc on a un premier exécutable qui est un gestionnaire de tâches. Donc lui, c'est un programme écrit en OCaml qui fait des communications TCP avec le reste, enfin plutôt en passant par 0MQ, comme je l'ai dit là. On a un autre exécutable qui est un exécutable de calcul mononœud, OpenMP, qui lui va communiquer avec le premier processus, qui va gérer justement cette queue de travaux à faire. Et on peut dynamiquement lancer des processus esclaves qui vont venir aider le calcul mononœud pour l'accélérer. Et ces processus esclaves peuvent être des jobs MPI. Alors pourquoi MPI? Parce qu'il y a des broadcasts extrêmement rapides, en
en utilisant que du TCP, ce serait hyper compliqué parce qu'il faudrait faire 50, il n'y aurait pas de broadcast efficace à moins de pouvoir utiliser le multicast, ça devient compliqué. Donc on s'est dit, on fait du HPC, donc on va prendre du MPI pour les broadcasts, et on va garder cette partie 0MQ pour avoir de la flexibilité, pouvoir ajouter des ressources et en enlever. Voilà. Et alors, donc ce qu'on a dû ajouter pour ce que je vous présente, c'est un autre processus, et lui, il va se mettre au milieu des connexions pour pouvoir faire transiter les paquets par des tunnels SSH, ce qui va permettre de faire communiquer les deux centres de calcul en même temps. Voilà. Donc on a un design maître-esclave avec des tunnels. Et alors, donc qu'est-ce qui nous a motivé aussi? Pourquoi est-ce que le programme a été écrit comme ça? Eh bien parce que, comme je vous disais, quand on démarre le calcul, on a une petite base avec des petites matrices à diagonaliser, et puis plus on avance, plus c'est gros. Donc on voit bien que quand on est au début du calcul, ça ne va pas scaler très bien, puisqu'on gère des petits problèmes. Et par contre, plus le calcul va avancer, plus il va devenir parallèle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, je vais commencer à shooter, et puis pendant 2 heures, je vais tourner sur 5 nœuds, et puis au bout de 2 heures, je vais rajouter 5 nœuds, et puis au bout de quelques heures encore derrière, j'en rajoute 50, et ça évite de réserver les 50 nœuds dès le départ. Donc ça, c'est la première chose. Puisqu'on ne scale pas, autant ajuster les ressources dynamiquement dans le moment où ça scale. La deuxième point important, c'est la tolérance aux pannes, parce qu'avec MPI, le truc, c'est que comme on est censé, dans le modèle MPI, on est censé avoir un nombre de ressources fixes pour pouvoir avoir des algorithmes rapides de broadcast et des choses comme ça, implicitement, il faut que le nombre de processus soit fixe. Et ça pose des problèmes, parce que s'il y en a un qui meurt, à ce moment-là, tout s'effondre et il faut tuer toute la simulation. Alors que là, l'idée, c'était plutôt de se dire, on va faire le fait de pouvoir agréger des simulations, des ressources. S'il y en a une qui tombe, il y a juste son îlot, il y a juste ce job-là qui meurt, mais le master peut continuer à tourner et éventuellement gérer un système de rattrapage en sachant que telle tâche n'a pas été terminée. Et donc voilà, c'est pour préparer ça. Et après aussi, l'autre chose, c'est qu'on envisage la possibilité de tourner sur des ressources cloud, des choses comme ça. Alors pourquoi? La réponse, c'est parce que c'est marrant. Après, il y a forcément des gens qui trouveront des utilités, mais nous, c'était juste comme ça, c'était pour le challenge. Voilà. Donc concrètement, comment marche une simulation? Donc là, ici, on a un nœud maître où dessus, on va faire tourner une simulation mono-nœud OpenMP, avec ici un serveur de tâches qui va tourner en même temps. Alors, le calcul va se dérouler en mono-nœud, donc les deux vont communiquer pour savoir quelle tâche doit être calculée. Et puis, dynamiquement, on va lancer un MPI job 1, comme ça, on va faire un S-batch d'un autre job avec plein de ressources, et on va lui dire, on va te connecter à celui-là, donc il va venir se connecter, il va récupérer les informations, et ensuite, ce serveur de tâches va dialoguer avec cette simulation MPI là-haut, et va venir aider le nœud maître, et on peut en rajouter une autre plus tard. Voilà. Alors, aussi la façon dont c'est arrangé, on se débrouille pour avoir un processus MPI par nœud, et après tout le reste marche avec des threads OpenMP. Alors donc dans l'étape de sélection, chaque thread OpenMP va être un client de tâches. Donc les tâches vont être des tâches monothread. Donc si on a 36 cœurs, on va avoir 36 clients qui vont calculer. Et par contre, dans l'étape Davidson, là on va utiliser, une tâche on va avoir une tâche par nœud à la fois, et chaque tâche va être elle-même parallélisée avec OpenMP. Donc on a différentes granularités de tâches en fonction de la séquence des algorithmes. Voilà. Voilà. Donc concrètement, en quoi ça a consisté cette chose-là? Donc ça a consisté à lancer, alors vous le voyez ici, vous avez le master ici qui tourne sur Olympe à Calmip, avec plusieurs nœuds. Alors donc il y a un seul nœud maître, tout le reste, ça va être des nœuds esclaves. Sur la frontale ici, sur le nœud de login, c'est là qu'on a mis le tunnel, parce que ce qu'il va falloir, c'est que quand ensuite on va envoyer une simulation esclave au client, il faut qu'elle puisse accéder au nœud master. Et en fait, le nœud master n'est pas accessible depuis l'extérieur, donc il y a ici ce petit tunnel qui va lire les paquets d'un côté et les transférer. Enfin, il lit d'une carte réseau, il transfère de l'autre côté, et il fait ça dans les deux sens, de façon à pouvoir discuter avec l'extérieur. Et au client, il y a ce même tunnel qui fait le même travail et qui permet aux différents nœuds de venir, comme ça, accéder au nœud maître qui est là.
Voilà. Alors, voilà, c'est ça qu'on a fait. Alors maintenant, je vais vous passer à... Ah oui, à quelques mesures, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, les mesures de... Donc, j'ai mesuré juste les latences et les bandes passantes donc entre les nœuds de login et les nœuds de calcul. Alors, je vous remets juste rapidement la figure. Donc voilà, j'ai mesuré donc les latences entre le nœud de login et un nœud de calcul, ou un nœud de login et le nœud de login qui est là-bas, et la bande passante, parce que ça peut être les problèmes. Alors, bon, on voit que sur les supercalculateurs, les latences, les bandes passantes sont gigantesques, donc c'est pas là que ça va bloquer. Et alors, je me suis amusé juste à faire un SCP et à mesurer moi-même la bande passante entre les deux centres, comme ça. Et puis, bon, je suis tombé sur quelque chose en moyenne de 74 mégabits par seconde, donc je trouvais que c'était quand même plutôt bien. Je ne pensais pas que c'était aussi bon. Donc, c'est très rapide. Et la latence, là, on voit ici qu'on est de l'ordre de 16 millisecondes. Donc, ça m'a paru pas long non plus. Donc, voilà. Mais donc, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a une latence qui est des ordres de grandeur supérieure à celle qu'on a à l'intérieur du nœud de calcul. Et on peut se demander, est-ce que ça ne va pas empêcher le calcul de se produire correctement? Alors, les résultats. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fait un premier calcul avec 40 nœuds sur Olympe, donc Calmip. J'ai refait le même calcul en utilisant 40 nœuds sur Myria, donc au Criant. Et après, j'ai fait un calcul où j'ai pris 20 nœuds d'un côté et 20 nœuds de l'autre. Alors, ils n'ont pas le même nombre de corps chacun. C'est pas les mêmes processeurs, il n'y a pas la même quantité de RAM, etc. Et le réseau aussi n'est pas le même. Enfin, de toute façon, si on ne réfléchit pas, on se dit si je prends 40 nœuds sur Olympe, je mets 36 minutes. Si je prends 40 nœuds sur Myria, je mets 44. Donc grosso modo, si je mélangeais les deux, je vais me retrouver quelque part au milieu. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour cette étape de Davidson, en fait, ce qu'on fait principalement, c'est un produit matrice vecteur. Et donc là, on voit qu'on est un petit peu meilleur que si on tournait que sur Myria, mais pas complètement. Alors la raison, c'est que là, vous voyez, donc j'ai 20 et 20, j'ai 40 nœuds. J'ai 40 nœuds et je fais 109 tâches. Donc je vais avoir 109 tâches à distribuer sur 40 nœuds, ce qui fait que si les tâches ne sont pas bien équilibrées, bah sur la fin, je vais devoir attendre quand même que les dernières tâches se terminent. Et c'est un petit peu ça qui se passe. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment optimal. Mais bon, on est déjà très content de voir que c'est quand même pas mal. Ça marche bien. Et alors pour l'autre étape, qui est l'étape de sélection, où on va vraiment chercher quelles sont les fonctions importantes, donc là j'ai refait 50 nœuds, ou 25 et 25. Donc là on voit qu'on est à peu près à 12 minutes, là 14, et là on se retrouve à 13. Donc on est bien au milieu. Donc là ça marche mieux, et ça marche mieux pourquoi? Parce que là ici on a une granularité beaucoup plus petite, et on utilise 21 millions de tâches. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà. C'est à peu près tout. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait améliorer maintenant cette chose-là? Alors, si on regarde les infos, on voit qu'à Rouen, en ce moment, il y a un nuage assez important. Et donc, on se dit peut-être que ça vaudrait le coup de retenter l'expérience maintenant, parce que peut-être que les machines à Rouen sont peut-être plus costauds maintenant que le nuage est passé. Voilà. Donc tout ça, bon, c'est ce qu'on a codé dans notre programme Open Source Quantum Package. Voilà, donc c'est un programme de calcul chimie quantique pour faire des calculs très précis. Et le but, c'est d'essayer de montrer qu'en chimie quantique, on peut quand même avoir des algorithmes scalables, parce que c'est un problème dans notre communauté. Voilà. Merci. Pour rester dans le domaine effectivement du quantique, tu nous as donc effectivement parlé de l'effet tunnel, en quelque sorte. Voilà. Bon, elle était facile, je sais. Oui, juste, tu n'as pas choisi n égale 1 milliard, hein, du coup, si j'ai bien vu, bah non, 21 millions. Il aurait fallu beaucoup de... Oui, oui. Juste ouais. Une question, pourquoi avoir mis un serveur 0MQ, à quoi ça sert? Alors, j'aurais pu faire ça avec du MPI OpenPort et des trucs comme ça, mais MPI suppose que le réseau est fiable, une ressource fiable. 0MQ suppose que le réseau est une ressource pas fiable. Et donc, si on veut faire traverser des paquets à travers la France, moi, avec MPI, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un au milieu qui dise « Tiens, c'est quoi ce câble ?» Hop, il débranche, il rebranche. Et puis si j'ai ma simulation empirique qui passe par là, tout s'effondre. Avec 0MQ, il gère vachement bien le fait qu'on peut débrancher des câbles, tout ça est gérable. C'est plus un truc utilisé pour
Vraiment pour les communications Internet grande distance. Ouais. Autre question? Oui. C'est juste une petite question. Est-ce que vous avez une estimation de temps consommé pour transférer des tâches entre le mésocentre? Ah oui, alors c'était ça en fait, parce que, alors, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais pour celui-là, les 21 millions de tâches, on voit que en fait, la tâche, ça va être juste un nombre. Donc en gros, c'est que des tout petits paquets qui sont transférés. Et ici, là, dans cet algorithme-là, le retour de la tâche, c'est 40 octets. Donc c'est vraiment pas beaucoup de transferts. Donc là, c'est là qu'on se dit, finalement, la latence, c'est ça qui va me prendre du temps. Les 16 millisecondes aller, 16 millisecondes retour, c'est ça qui va me tuer. Alors, ce qui est bien avec 0MQ, c'est que justement, 0MQ va gérer une queue c'est-à-dire que dès qu'on va dire je veux envoyer un message d'un centre, d'un endroit, d'un point A à un point B, en fait, on va le mettre dans une queue d'envoi, et c'est après la bibliothèque qui va gérer et envoyer des batchs de messages en même temps. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on préfetch les tâches. C'est-à-dire qu'au tout début du calcul, on dit donne-moi une tâche. Très bien. Donne-moi la suivante. Et pendant qu'on fait l'aller-retour pour avoir les tâches suivantes, on calcule la première tâche, et ce qui fait qu'après, tout est pipeliné. Ok. Dernière question. Peut-être que tu vas voir venir si tu as vu ma présentation hier, mais en fait, vous avez redéveloppé un scheduler de tâches, en fait. Ouais. Est-ce que tu avais regardé les solutions qui existaient? Moi, j'ai présenté Dask hier, il y en a d'autres. Oui, mais non, parce que là c'est des tâches vraiment au niveau... enfin, c'est dans le programme. C'est-à-dire le scheduler de tâches, c'est une communication interprocessus avec enfin, c'est-à-dire que c'est un serveur qui est dédié juste à échanger des messages avec mon programme Fortran. Et alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que implémenter une queue en Fortran, j'avais pas envie. Et donc j'ai préféré faire ça avec OCaml, où là je peux avoir des messages qui sont... Oui, mais alors j'ai vu une phrase un jour de quelqu'un qui disait demander à un programmeur pourquoi il a réécrit une bibliothèque alors que ça existait déjà, c'est comme demander à un chanteur pourquoi il écrit une chanson d'amour. Tu vois, j'ai écrit ça parce que j'avais besoin de ça et j'avais envie de le faire. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre autre chose. Mais non, mais ça c'est dans le code. C'est vraiment intégré. C'est-à-dire que ça, voilà, il connaît le type de message qu'il peut recevoir. Et après, il y a aussi derrière toute la gestion de tolérance aux pannes qui va passer par là. Alors, après, c'est rien, c'est 100 lignes de code. Hein. C'est pas un truc très très compliqué. Très bien. Bon, bah, merci encore pour ce joli module. Merci.